On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Vous savez, souvent, dans une saison d'ericlatour.com, on reçoit Paul Laforêt. Paul Laforêt est aujourd'hui âgé de 79 ans, mais il est drôlement en forme. Depuis quelques années, il fait des voyages incroyables, il prend beaucoup de photos. C'est un globe-trotter et là, il s'est vraiment payé tout un trip. 26 jours en Russie. La semaine dernière, on parlait de Moscou. Là, aujourd'hui, on va commencer, puis on va finir la semaine prochaine, le périple du Kamchatka. C'est une région quand même assez éloignée, très, très loin de Moscou. Et on va parler de toutes sortes de choses, et notamment de pêche au saumon, mais avec des ours. On le recevait la semaine dernière parce qu'il entamait à nous raconter son voyage en Russie qu'il va espacer sur 5 émissions. On a passé une première émission à parler de Moscou, capitale de la Russie, bien sûr, avec notre photographe et globe-trotter émérite, Paul Laforêt. Rebonjour, rebonsoir. Rebonsoir, oui. Bon. La Russie est un grand pays et d'ailleurs, tu nous le disais, tu dis, on ne peut pas résumer ça en une émission, il faut faire même à la limite 5 émissions, une première sur Moscou. Et même aujourd'hui, on va entamer le Kamchatka. Oui. Mais encore là, tu ne voulais pas parler du Kamchatka en une seule émission parce que tu penses qu'il y avait trop de choses à dire sur cette région-là. Comme je t'ai dit, le voyage que je viens de faire est vraiment très marquant puis très, très particulier. J'ai fait 4 voyages dans un parce que c'est des étapes très différentes les unes des autres. Le Kamchatka, je passe 10 jours. C'est un endroit très à part. D'ailleurs, pour situer le mieux possible, parce que je sais que sur l'écran, il y aura une carte de l'ensemble de la Russie. On connaît la Russie, oui. Moscou est là, la Sibérie par ici. Le Kamchatka, c'est où là-dedans? Là? Bon, je vais placer l'endroit le mieux possible. Je pars à Moscou en avion avec Michel, parce qu'on est 2, nous. Et qui est Michel? Michel, c'est un bonhomme de Québec avec qui je devrais partager mon condo sur le Transsibérien. Mais là, comme lui, Michel est un petit gars de 6 pieds 3, 270 livres. Et dans l'aéroport, on est juste 2. C'était drôle de me voir à côté à 155 livres, 5 pieds 8. Hein. Puis lui, en plus, il a la tête rasée, puis il y a une barbe blanche qui descend là. Fait qu'imagine ce que j'ai l'air à côté. Tu vas voir des photos, d'ailleurs, de lui durant... Mais là, donc, tu pars de Moscou en avion, puis là, tu t'en vas où? 8h30, Kamchatsky, c'est Petropavlovsk. Kamchatsky, c'est double nom, c'est Saint-Paul, Saint-Pierre-Saint-Paul, Kamchatsky. Dans la péninsule du Kamchatka, on met 8h30. D'avion? D'avion. Ah, imagine, on part de Moscou, là. On est toujours dans le même pays. Puis toujours dans le même pays. On fait juste penser à Montréal-Vancouver, qui est un 6 heures à peu près, là. Un petit peu plus, maximum, là. Même pas. Donc, on parle d'un vol de 8 heures, un vol intérieur de 8 heures. 8h30. Et donc, on est quoi, à la limite de la Chine ou quoi? On est où, là? Là, à la limite de la Chine n'est pas si loin. Mais quand je vais parler de la Chine, quand je vais revenir ce que j'appelle sur le continent, parce que le Kamchatka, c'est une péninsule, c'est une presqu'île dont la surface est 30 de celle du Québec. C'est assez grand, mais... J'ai mis 3 cartes sur le premier dossier des généralités, dont une qui montre le relief auquel je tenais, parce que cette région-là, d'abord, a 314 000 de population sur 30 du territoire du Québec, imagine. C'est très peu. Puis la principale ville, il y en a une. Elle, c'est 245 000. Il reste 69 000 pour le reste, qui est à peu près vide. Et dans l'autre émission, je vais parler du 500 km qu'on fera vers le nord. Mais là, donc, cette péninsule-là est au nord du Japon. Ça aide à se situer. OK, c'est bon. C'est la mer de Bering et l'océan Pacifique qui longent la péninsule. Alors, il faut vraiment traverser et la carte de Claude va montrer assez bien. Mes cartes sont partielles. Mais j'ouvre quand même la parenthèse. Un vol d'avion intérieur là, de 8h30 là, en Russie, ça ressemble à quoi? L'appareil, la compagnie, c'est bien? C'est sécuritaire? La compagnie, c'est Aeroflot. Oui. L'avion, écoute, je ne sais pas. C'est rendu que moi, là, les numéros, là, je laisse tomber parce que c'est comme mes numéros de vol. C'est parce que souvent, on a vu des reportages sur la flotte d'avions en Russie qui parfois laissaient à désirer. Mais là, tu n'as pas senti ça, non? Bon, là, on va s'entendre sur une chose tout de suite. C'est un préjugé, ça? Il y a un pharmacien de Québec qui m'a écrit dernièrement qui a fait la Russie en groupe il y a quelques mois.
il me disait qu'il y avait beaucoup de préjugés qui sont tombés. Ouais. Et moi aussi. Okay. D'ailleurs, honnêtement, là, quand je parle de voyage, je ne veux pas entendre parler des nouvelles que j'écoute à la télévision, ni les journaux que je lis, là, parce que il y a des choses qui sont tellement dépassées par rapport à ce que je vis en voyage, ça n'a pas de sens. Moscou, c'est le plus bel exemple que j'ai donné la semaine dernière, où ça n'a rien à voir. Mais il faut dire que moi, je raconte ce que j'ai vu à ce temps-ci. Je n'ai pas fait Moscou il y a 20 ans. OK. Donc, 8h30 d'avion, tu arrives dans le Kamchatka, et là, il se passe quoi? Le plus drôle, c'est que la moyenne de température est basse là-bas. C'est très vert, beaucoup de pluie. Un des thèmes majeurs qu'il faut se rappeler au Kamchatka, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise température, mais il y a des mauvais habits. Oui, ça, c'est une expression qu'on connaît, oui. Pantalon. Mais là, on est au mois d'août. Il fait quoi là-bas? C'est quoi la température? Bon, quand j'arrive, on descend de l'avion, là, il fait à peu près 25, c'est de toute beauté. C'est le seul temps qu'on a eu aussi beau. Parce qu'on a connu du 6-7 degrés, puis on a connu du 18, ça jouait là-dedans. Donc, des nuits parfois en bas de zéro? Limite, la semaine prochaine, quand on sera à Esso, il y a une nuit qui est aux environs 3. OK. Dans la vallée des Geysers, où on va au départ, là, après les généralités de cet endroit-là, une chose importante que je vis dans ce voyage-là, unique. Moi, j'ai fait de l'avion, j'ai loué un avion sur la Côte-Nord en 1978, aux îles de Mingan. Ça commence à dater, ça. J'ai fait un petit tour d'hélicoptère aussi à La Réunion. Bon, c'est des tours d'une heure. Je ne dirais pas banal, non, c'est pas vrai. Mais là, dans notre voyage au Kamchatka, il y a 3 sorties qui doivent se faire en hélicoptère. Ce n'est pas des bébelles, là, des petits hélicoptères qu'on connaît, là, en règle générale. Là, on est dans des gros hélicoptères russes. J'ai une photo la semaine prochaine, d'ailleurs, qui va démontrer où aller cette semaine, là, je ne sais pas trop. À l'aéroport où on va, il y a 12 hélicoptères qui peuvent contenir 20 personnes. OK. Donc, c'est reconnu pour le tourisme, là, donc. Ça fait pas longtemps. OK. La partie centrale est ouverte aux visiteurs de l'extérieur depuis 1990. OK. Puis le Kamchatka, là, il y a un bonhomme de Chicoutimi qui est allé en 97. Puis quand il m'explique ce qu'il a fait comme voyage et ce que j'ai fait, il ne se reconnaît pas parce que d'abord, il était sac à dos, lui, là. Moi, je ne suis pas sac à dos. On fait 3 sorties en hélicoptère, puis des sorties qui sont assez longues. La vallée des Geysers que Claude va montrer, là, qui est assez spéciale, merci. On fait 2 arrêts en cours de route, mais on fait environ 400 km aller-retour. On s'en va presque au centre est du Kamchatka. C'est pour ça que ma carte physique de l'endroit est assez importante pour se situer aussi. Mais là, on voit quoi? Quand on est dans l'hélico, là, puis 400 km, ça dure combien de temps, là, l'hélicoptère? Un bon 1h30 pour se rendre. On roulait à environ 180-200 km/h. Et on voit quoi? Paysage de montagne, mon cher ami. C'est des montagnes. Le Kamchatka, c'est ça. C'est un détail très important. C'est une zone volcanique unique. Il y a encore 30 volcans actifs. Mais il y aurait plus de 3000 sites de différents types, sources d'eau chaude et autres. Je vais montrer des images, par exemple, quand on reviendra de la pêche au saumon. On va revenir tantôt. Là. Et là, on parle de la vallée des Geysers. Pourquoi? C'est parce que c'est une zone à Geysers. Cette vallée-là est en montagne. On atterrit. Et au niveau touristique, on a fait une chose extrêmement intéressante. On a fait des trottoirs de bois. OK. Trottoirs de bois sur lesquels on peut marcher avec guide, tout ça. Et faire la photo sur un site où là, tu as tu pourrais avoir des bains de boue. Est-ce qu'il y a des villages? Est-ce qu'il y a des gens qui habitent ça, là? On n'est pas là du tout. Non, ça, là, Éric, les termes connus qu'on a, tu les oublies. On se comprend? Oui. Tu oublies ça. Là, on est en zone sauvage, strictement. Sauvage. Il n'y a carrément rien. Il y a des images qui montrent notre hélicoptère ou 2 hélicoptères qui atterrissent. On est au milieu de nulle part. Les 10 jours qu'on fera là, sauf la capitale, comment expliquer? C'est extrêmement difficile, hein, souvent. Moi, je suis assis ici, là, je me revois dans ce voyage-là.
J'étais là, je fais 5530 photos dans le voyage, c'est pas rien. Je suis resté imbibé de ça parce que depuis le 29 août que je raconte de toutes les façons inimaginables, je suis encore là-dedans. Mais expliquer comment on peut se sentir en zone aussi isolée où il n'y a pas de monde. Ouais. Pas de monde. Mais c'est une sensation très forte parce que là, tu sais que c'est complètement autre chose. Surtout si tu as préparé. Moi, j'ai mis 6 mois à préparer ce voyage-là. J'avais lu beaucoup, j'avais 2 guides, tout ça, les cartes. Okay. Et vous étiez combien dans l'hélicoptère? L'hélicoptère, on montait une vingtaine, mais nous, notre groupe... Une vingtaine de personnes? Oui, oui. Notre groupe, on était 12. L'accompagnateur et la guide, ça fait 14. Et on avait quelqu'un d'autre qui accompagnait aussi. Okay. Puis il pouvait y avoir, notre premier tour, 5 étrangers qui étaient avec nous. Et de chaque côté, dans le cockpit, là, tu as 2 sièges. On pouvait s'asseoir là-dessus. Et la belle chose intéressante, il y a 2 tours où j'ai des hublots qui s'ouvrent. Moi, je suis assis, là. Okay. Ici, j'ouvre mon hublot. OK? Il n'y a aucun problème pour le vent, sauf que ne sors pas ta caméra à l'extérieur, parce qu'on roule... Ah, bien là, tu joues avec le feu, là. Ah, d'ailleurs, tu pourrais la perdre. Mais on est à quelle altitude, là? On doit rouler... À 4-5 000, pas plus? Bon. Parce qu'on est au-dessus des montagnes, je comprends, mais... Oui, mais plus tard... pour avoir une belle vue, il ne faut pas être trop haut non plus, là? On doit se tenir à peu près à, je ne sais pas, 1500 pieds. Ah, pas plus que ça, OK. Pas beaucoup plus que ça, sauf que là, ton pilote sait où il s'en va. OK? Évidemment, il y a des paysages qui se déroulent en cours de route. Il y a tout ça là, qu'on emmagasine en même temps, ce qu'on ne fait jamais en temps normal. Quand on fait un tour d'hélicoptère en quelque part, 1 heure de temps, bon, ça dure ce que ça dure. Là, il faut faire environ 200 km pour aller sur le site. Et quand on va aller à la pêche au saumon tantôt, là, je ne sais pas combien de temps il me reste, ça. 12 minutes, Paul. On arrive à la pêche au saumon. Je me méfie toujours du temps. C'est curieux. Avant, je ne pensais pas à ça ici. Et c'est peut-être parce que je suis trop préparé. Oui, c'est ça. Donc, vallée du Geyser, en hélicoptère, on comprend, on voit. J'ai fait 2 arrêts ce matin-là. Et sais-tu à quelle heure on a mangé sur l'heure du midi? Vas-y. 5h30 l'après-midi. Oh là là. Parce que là, dans l'hélicoptère, tu as la boîte à lunch, OK, pour tout le monde. Les lunchs sont là-dedans. Mais quand tu es sur le trottoir de bois, c'est pas le temps de niaiser, là. C'est le temps de visiter. Et comme tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques, même l'accompagnateur qui était là il y a 5 ans, il ne sait pas trop, lui, comment il y a eu des changements. Exemple, la pêche au saumon, il n'est jamais allé là. Bon, et ça, c'est quoi la pêche au saumon? C'est dans la même région, dans le même secteur? Bon, non. Là, autre chose. On fait notre vallée des Geysers, on mange à 5h30 l'après-midi, assis sur des petits bancs avec des tables installées en plein air, puis il tombe un petit peu de pluie. OK. Ça agrémente le plaisir. On reprend l'hélicoptère et on rentre chez nous. Okay. Pour aller à notre hôtel, il fallait faire une heure d'autobus. Bon, le deuxième tour d'hélicoptère, c'est le lendemain, je pense, pour aller à la pêche au saumon. Et c'est où, la pêche au saumon? Bon, là, on était remonté vers le nord-est, sur la côte. Ouais. Là, on prend l'hélicoptère vers le sud complètement. On s'en va sur la pointe de la péninsule. Et là, on s'en va voir les saumons qui remontent, comme ça se fait en Alaska, par exemple, qui viennent frayer à l'intérieur. Comme dans la rivière Bonaventure en Gaspésie? J'ai vu ça à Matane. C'est ça, dans ces mêmes rivières-là. J'ai vu ça à Matane. Rivière Matapédia. Oui, à Matane, même, il y a des bassins où on compte les saumons qui remontent. Mais là-bas, ça ressemble à quoi, la pêche au saumon? C'est quoi? Le plaisir, c'est pas tellement la pêche au saumon. J'ai appelé ça la pêche au saumon avec les ours. Bon, et qu'est-ce que les ours viennent faire dans le portrait? Bon, si ça te fait rien, on va retourner en arrière un peu dans ma journée. Parce que là, toi tu sautes vite. Hein? Moi, parce que le temps file, il nous reste 10 minutes, Paul. 10 minutes, c'est bon. La baie de Davacha, on passera plus vite. C'est quand on arrive sur le site, on est carrément isolé. Ça fait 2 heures qu'on roule ou à peu près 1h30. On se fait un autre
200 km d'hélicoptère, on atterrit. Le brouillard, c'est pas trop beau, c'est très frais. Et là, on atterrit sur un territoire où il y a quelques maisons, mais des maisons de gardiens puis de travailleurs pour les gens qui veulent aller camper là. Il y a des tentes, on verra sur les photos. Et ces gens-là s'occupent des touristes qui viennent là. Pour la pêche au saumon? Pour la pêche au saumon ou autre chose. Ou autre chose, OK. Nous, première étape, d'abord, il faut savoir qu'on atterrit à l'intérieur d'un territoire qui est clôturé de 3 broches électriques. Ah oui, ah oui, ah oui. Pourquoi? Pour les ours? Tu as tout compris. OK. Quoi, donc, il y a plein d'ours, là, c'est ça? Le Kamchatka, dans mes généralités, j'ai un monument que j'ai photographié en quelque part, là, Claude là en photo. C'est 2 ours qui sont sur un monument. La péninsule est reconnue pour ses ours. Alors, nous... mais quand on arrive, est-ce qu'on les voit? Ils sont à proximité? Il y en a beaucoup? Bon. Quand on descend, évidemment, on va aux toilettes, et le reste, et on s'en va pour notre tour de bateau. Un bateau au plein air, tout ça, là, on n'a pas de chance. Ouais. Et on a un ours pas loin qui s'approche. Mais évidemment, il y a la clôture électrique, puis les gars, les gardiens font peur. On monte sur le bateau et on s'en va près d'une côte pour voir des ours qui sont à la pêche. Et entre autres, j'ai une photo où on en voit un qui déchiquette. Mais les photos d'Anastasia, à qui j'ai parlé après-midi à Moscou, elle me servira de guide en 2020. Elle m'a envoyé des photos aujourd'hui, je les ai apportées à Claude. Il faut voir un ours. Il y en a 3 qui font gicler le sang. Question. Tu parles de pêche au saumon. C'est que quand je dis pêche... Est-ce que c'est des humains qui pêchent ou c'est des ours qui pêchent? Pour moi, je vais appeler ça comme ça pour le plaisir du raconteur. Mais c'est qui pêche? C'est les ours. C'est les ours. Nous, on s'en va là pour les regarder faire. C'est tout. Point. On regarde des ours pêcher le saumon. Et c'est beaucoup. Entouré d'une clôture électrique ou d'un bateau? Ah, mais attention, quand on prend le bateau, il n'y a plus de clôture électrique. On s'en va près d'une côte, on aperçoit les ours, on ne débarque pas, rien de ça, et on revient. Quand on revient, on rentre à l'intérieur du territoire clôturé, 3 broches électriques, je répète. Alors, les ours, parce que là, il faut... Les gens qui travaillent là, il faut qu'ils se protègent. Maintenant, là, le plus spécial s'en vient dans les photos. C'est que sur cette espèce de baie où on se trouve, on a bâti une passerelle. La fameuse passerelle permet aux ours de marcher dessus. D'ailleurs, j'ai failli mettre les pieds dans le fumier d'ours. OK? Et ça permet aux humains aussi, avec des gardes armés. OK. Ah ben oui, parce que je me souviens, il y a un groupe qui est en avant de nous, là, c'est des Chinois, je pense, mais je n'ai pas tellement eu le temps de remarquer parce que j'étais tellement fasciné par les ours. C'était une première dans ma vie, quelque chose d'aussi spectaculaire. Les ours sont là. À quelle distance? Quand je vais sur la passerelle, là, il faut dire que mes photos sont faites avec une lentille 80-400. Fait qu'il faut faire attention. Il y en a qui pensent que... Mais d'humain à ours, là, c'est quoi la distance, là? Bon, je pouvais être à 25, 30, 40 pieds, dépendamment. Non. Les ours, ils ne sont pas intéressés par nous. Eux autres sont... OK? Ils sont intéressés par le saumon. Ils cherchent. Ils sont habitués, là. Les humains, ils en voient, puis on voit qu'on ne les dérange pas. Sauf que quand un ours passe en dessous de la passerelle, il y a un garde armé qui claque sur la passerelle parce que, évidemment... Les photos le démontrent, il y a quand même une possibilité de danger. Et lui est armé. Et à la fin, apparemment, moi, je ne le sais pas, je ne m'en souviens pas. Parce que quand je fais de la photo, je te l'ai dit, je fais de la photo. Je ne suis pas là pour niaiser. Je suis concentré à un point tel que je ne réalise pas ce qui se passe autour. Il y en a un qui te tape en arrière de l'épaule. Ouais, moi, je suis le premier en avant de notre groupe. Fait que je peux m'avancer assez loin. Puis j'ai des images sur la côte d'ours qui sont là, dans l'eau, tout ça. Et là, il n'y a rien qui existe au monde, il y a juste ça. Le reste, je n'ai pas le temps. Écoute, quand on est devant quelque chose d'unique, puis en plus, nous, on passe une demi-journée, là, à peu près avec les ours, pas beaucoup plus. Alors, parce qu'il faut revenir aussi. Alors, mais à la fin, apparemment, qu'il y a un guide qui m'aurait crié après de m'en venir, je ne sais pas trop. Mais en russe, tu n'as pas compris.
Je n'ai rien compris. D'ailleurs, je ne me rappelle même pas. C'est le reste du groupe qui m'a dit Tu ça. tombes en mode sourdine, c'est ça? Ce que j'aurais donné. Quand Anastasia, notre guide du Kamchatka, m'envoie des photos après-midi, elle a passé 3 jours. Elle travaille avec une lentille 600 mm. J'ai apporté des photos à Claude. Tu vois un ours, là? OK? Tu vois le sang qui revole d'en face de l'ours. C'est spectaculaire, pas à peu près. Je vais dire, mes photos, là, comme sensation très forte, la pêche au saumon avec les ours, ça, c'est spectaculaire. Tandis que, là, il me reste combien de temps? 4 minutes. 4 minutes. La baie d'Avatscha, là, on se promène dans une baie. Et ça, c'est toujours dans la même région, là. C'est pas On est très toujours loin. au Kamchatka. OK. La semaine prochaine, on est encore au Kamchatka. C'est grand, le Kamchatka. Ah, c'est 30 du Québec. OK. Et le Québec, quand on sait ce que c'est, mais on ne reviendra pas sur le Québec. Bon. Parle-nous de la baie d'Avatscha. d'Avatscha, oui. On monte sur le bateau le matin, j'ai photographié le capitaine, beau, grand russe. Puis les Russes ont une face qu'on n'a pas. Ils ont un petit côté de l'époque URSS. D'ailleurs, j'ai des photos qui démontrent très bien dans Qui êtes-vous. Sauf que les plus jeunes n'ont pas le même... Oui, ça change un peu. Mais par contre, c'est des gens disciplinés. Bon. Ce qu'on n'a pas. Et qu'est-ce que c'est, La cette baie baie? d'Avatscha, on s'en allait là, faire un tour de bateau. On mange sur le bateau, on passe quasiment toute la journée. Heureusement qu'à l'intérieur, c'est chauffé, parce que je vais dire que dehors, il tombait une petite bruine, puis c'était frais. Okay. Surtout dans l'avant-midi, la pêche au crabe, on mange du crabe qui sort de l'eau, c'est bouilli sur le bateau, on le voit très, très bien. Mais on va aller sur l'océan Pacifique, parce qu'on était dans la mer de Bering. Non, pas d'océan Pacifique ce journée-là. Le capitaine s'est fait avertir. Puis quand on a viré de bord, on était en bordure de l'océan, là, il s'abrassait pas à peu près. D'ailleurs, je vais t'avouer que les casseroles en arrière, là, ça a chambardé sur le bateau. Et dans l'après-midi, je ne parlais pas de la vodka que certains ont pris en forte quantité. Et toi? De la vodka. En as-tu pris? Moi, j'en ai bu un petit verre gros comme ça cette journée-là. Je ne suis pas un amateur de boisson. Et je ne l'ai pas oublié parce que ça a donné, j'avais l'estomac vide. Ça ne m'a pas dérangé outre mesure, mais ça m'a agacé parce que je n'aime pas cette forme de sensation-là. Je ne connais pas ça être chaud, moi. Je ne sais pas ce que c'est. Mais pour revenir à mon bateau, dans l'après-midi, il y a un Zodiac, on descend ça à l'eau. Puis à tour de rôle, moi, sur le Zodiac, 6 à 7, pas plus. Là, on s'en va dans des grottes sur la falaise, OK? Il y a des belles grottes, puis j'ai une espèce de monument qui est superbe. Mais pour faire la photo, c'est pas évident assis dans le Zodiac. Or, beaucoup de mes photos ont été faites dans la vague. Je suis debout dans le Zodiac. Et tu sais-tu comment j'ai réussi à me tenir debout? J'ai 6 mains qui me tiennent les cuisses. Et qui étaient ces personnes? Je sais qu'il y avait des femmes sur le Zodiac. Est-ce qu'il y avait des mains de femmes après moi? Je ne peux pas me rappeler. Ça, c'est peut-être un fantasme, Paul. Non, ce n'était pas un fantasme. Je sais très bien. D'ailleurs, je pourrais nommer ces femmes-là. OK, donc on t'a tenu... Il fallait. Sinon, je plantais à l'eau, mais c'est pas possible. Parce que c'est ce que c'est que la sensation du Zodiac. Hein? C'est agréable, mais le danger qui était assez grand. Mais mon désir ne change pas, moi. Alors, je me rappelle quand je rentre dans la grotte, là, et boy! Alors, les gens me tiennent. Et j'ai réussi à m'amuser. Bon, il nous reste quelques secondes. La semaine prochaine, on va poursuivre sur le Kamchatka. Ouais. Mais là, tu vas aborder quel sujet la semaine prochaine? La semaine prochaine, on s'en va on prend l'autobus, on s'en va à Esso, 500 km plus au nord. OK? On va visiter le village, entre autres, 2000 habitants, pas très gros. Même particularité. Et là, on prendra l'hélicoptère une 3e fois pour aller voir quoi? Pas les borlots du Père Noël, mais les rennes du Père Noël. On verra un petit troupeau de 1500 rennes. Paul Laforêt, merci beaucoup. Le plaisir. C'est ce qu'on appelle en langage télé un teaser. Donc, c'est question d'agacer l'auditoire pour que l'auditoire soit au rendez-vous la semaine prochaine. Je commence à te connaître. Salut, Paul. Restez avec nous au retour, le Babillard quotidien.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. L'artiste Lo présente sa nouvelle exposition Liberté à la Galerie d'art du Vieux-Saint-Jean. C'est tout juste à côté du comptoir-restaurant sur la rue Richelieu, en face des travaux du nouveau pont. Donc, allez faire un tour, c'est là pour les prochaines semaines. Chaque semaine, il y a toujours l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu où on choisit des extraits des travaux du Conseil de ville. Un Conseil de ville qui parfois dure plusieurs heures. Donc, on fait un peu quelques choix pour vous présenter des résumés, ici même à la télé. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est toujours le Télébingo, toujours 4 000 $ en prix, mais il y aura peut-être un petit spécial quelque part en novembre, ça s'en vient. Mais il y a toujours une trentaine de dépositaires dans le territoire desservi par la télé pour acheter les livrets. Allez sur tvhr9.com pour avoir la liste. Et puis, entre-temps, pour me joindre, par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.